Bonjour à tous, mon nom est Sophie Sapranides. Je suis directrice des programmes en stratégie, leadership et gouvernance dans le département de l'Executive Education à Sciences Po. Je vais introduire quelques minutes le sujet et je passerai la parole à Estelle qui va vous indiquer le contenu de ce webinaire. La formation continue à Sciences Po, c'est 40 ans d'existence, 1973. Ce sont 7000 étudiants que nous recevons chaque année, 8000 intervenants en interne et en externe qui travaillent pour nous. Notre mission, c'est d'accompagner la transformation des individus et des organisations. Nous croyons bien entendu très fort au capital humain. Et dans ce monde complexe, il nous paraît indispensable, et c'est ce que nous faisons au quotidien, de pouvoir donner des clés de compréhension et de travailler à la fois sur la mise en perspective et la mise en pratique. La réforme professionnelle, c'est aussi un moyen, c'est une opportunité pour nous, c'est une opportunité pour pouvoir valoriser nos programmes diplômants et certifiants, mais c'est également une opportunité pour développer la compétence et valoriser cette compétence professionnelle, puisque comme je vous l'ai indiqué, la mise en perspective et la mise en pratique sont des éléments, des ingrédients importants pour nous dans notre mission. Je laisse maintenant la parole à Estelle, qui va vous expliquer donc le contenu du webinaire, et je vous souhaite un excellent webinaire. Estelle, c'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, un grand merci à Sciences Po de nous accueillir dans ces locaux pour ce webinaire et l'organisation de ce webinaire. Alors tout d'abord, je vous présente Alain-Frédéric Fernandez, qui est notre expert en ingénierie de la formation, auteur de nombreux livres autour de la formation. Et moi, je suis Estelle Pelletier, PDG de Fédéris, éditeur de solutions de gestion des talents, donc formation, compétences, entretien, recrutement et rémunération. Voilà, donc je vous propose de commencer. Tout simplement, merci Estelle, pour dire qu'on est aujourd'hui devant une réforme parfaite, une réforme de la formation qui tient compte à la fois du besoin du salarié, c'est-à-dire qu'il y a un projet, une réforme qu'on aurait dû faire en 1971. Pratiquement, on aurait dû dire, au lieu de demander de la formation, ayez d'abord un projet. Ensuite, il y a un autre point qui est très très important, c'est qu'il va falloir optimiser le CPF. On a enfin un outil de formation du salarié sur lequel il va devenir adulte. Il faudra une génération pour ça, mais on va commencer dès aujourd'hui. L'autre point très très important, on va affiner l'entretien professionnel parce que c'est un point qui permet non seulement l'orientation, mais également d'affiner le projet du salarié. L'autre élément, on va promouvoir le conseil en évolution. Le conseil en évolution qui va se passer à l'extérieur de l'entreprise, ce conseil en évolution professionnelle. Et enfin, le cinquième point, et voir comment on va utiliser les financements, comment on va les optimiser, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Contrairement à ce que l'on raconte, il y a des financements, il va falloir les optimiser. Absolument. D'accord ? Alors, je commence un peu par les dispositifs. Vous voyez qu'on a des dispositifs qui profitent aux salariés et d'autres qui profitent plus spécifiquement à l'employeur. Alors, le CIF est celui-là. Vous avez le CPF et les périodes de professionnalisation, pardon. Le plan de formation catégorie 1, qui est intéressant aussi pour l'entrepreneur, l'entretien professionnel et, bien entendu, le CEP. Alors, il y a un dispositif, comme vous voyez, qui ne profite ni aux salariés ni à l'employeur, c'est le plan de formation catégorie 2. On verra, et d'ailleurs je crois que c'est déjà une question d'un internaute, on verra comment faire glisser ce plan de formation catégorie 2 vers le CPF. Ce qui est logique, ce qui est bien dans cette réforme, c'est qu'il y a maintenant une vraie logique, une vraie dimension logique et argumentée de cette réforme, c'est-à-dire que les dispositifs s'enchaînent bien, on sait ce que le salarié va pouvoir mobiliser, ce que l'entreprise va pouvoir investir, et de toute façon, c'est quand même toujours l'entreprise qui paye, puisque c'est l'entreprise qui contribue d'abord à 1%, avec le CPF, avec le FPSPP, la professionnalisation, le plan de formation pour certaines, et l'entreprise ne peut pas investir une deuxième fois dans le plan de formation. Donc on va voir ce qui appartient à l'employeur et ce qui appartient aux salariés. On rentre dans le CPF. Allez-y. Et dans le CPF, eh bien, il y a un certain nombre de points d'attention. D'abord, la caisse des dépôts. Vous savez qu'il faut que chaque salarié ouvre son compte à la caisse des dépôts et consignations, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes sur le front. Il n'y a que 1 million d'inscrits à ce jour, après 3 mois. Ça veut dire qu'il va nous falloir à peu près 9 ans
pour que tout le monde soit inscrit, si on va à la même vitesse. Et encore, les meilleurs, les plus rapides sont déjà inscrits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça vous inspire, Estelle? Alors nous, en tant qu'éditeur de SIRH, première chose, c'est une grande nouveauté, puisque jusqu'à maintenant, le compteur DIF, le solde DIF, le droit au DIF était géré par le SIRH. Il n'y avait pas d'autre acteur que l'entreprise pour gérer le compteur. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on a un nouvel acteur qui est la Caisse des dépôts et qui va devenir le gérant suprême du compteur CPF et bien sûr du droit au DIF, puisque le droit au DIF continue un petit peu. Ouais. Mais Estelle, vous ne m'avez quand même pas complètement répondu à la question. C'est qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a que 1 million ou 2 millions maximum de gens qui sont inscrits alors qu'il faut que 25 millions s'inscrivent? Vous savez qu'on n'a pas le droit au CPF si on n'est pas inscrit. Le SIRH va s'interconnecter avec la Caisse des dépôts pour être interactif dans la lecture du droit au CPF, interactif dans la consommation de ce CPF et dans les formations qui vont être réalisées dans le cadre du CPF. Donc le SIRH va aider à dynamiser l'utilisation de ce moncompteformation.fr dans l'objectif de faire que le système, je dirais, fonctionne. D'accord. Donc vous êtes un peu le plan B si ça ne marche pas. On essaye d'être effectivement le plan B si ça marche pas. Heureusement, il faut toujours une solution de rechange. On a monté une belle usine. Vous savez que la France est le premier producteur gazier du monde avec toutes les usines qu'on monte. Deuxième point, c'est la politique de CPF. Si vous voulez utiliser à fond le CPF, il ne faut pas le gérer vous-même. C'est-à-dire qu'il faut donner votre 0,2 à un OPCA. Ça, c'est pour bénéficier de la mutualisation. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez aussi passer un accord avec vos partenaires sociaux, en plus, de façon à décider quels sont les personnels, quels sont les types de formations qui pourraient être éligibles au CPF dans votre entreprise, c'est-à-dire celles que vous pouvez abonder, soit dans le temps de travail, soit en rajoutant quelques euros à chaque heure de formation. Le SIRH va être encore utile ici, oui, Alain Frédéric, parce qu'il va falloir qu'on aide l'entreprise à gérer tout ça et à suivre tout ça. Oui. Donc pour chaque formation, on sera capable d'identifier quelles sont les formations qui vont être tentées d'être abondées, quelles sont les formations qui vont être gérées et portées complètement par l'entreprise. Parfait. Le troisième point, c'est les périodes de pro. Il va falloir mettre au point des périodes de pro, de véritables parcours individuels et bien entendu les tracer, car je vais tout de suite passer à un financement. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, les spectateurs si nombreux d'Internet aujourd'hui, est-ce que vous savez comment le FPSPP finance les périodes de professionnalisation? Eh bien, il les finance si le salarié accepte de mettre son CPF dedans. Il les finance totalement. Ce qui fait qu'un salarié qui accepterait de mettre, par exemple, son solde de DIF dans une période de pro que vous lui proposez et qui puisse être utile à l'entreprise, eh bien, dans ce cas, c'est le FPSPP qui finance la totalité. Ça ne coûte rien ni à l'entreprise, ni à l'OPCA. Et donc, on va l'aider à monter son dossier. Absolument. Les périodes de pro, vous les tracez, bien entendu. Alors, les périodes de pro, on va les tracer et on va aussi tracer toute l'interactivité qu'il va y avoir entre les OPCA, les organismes de financement et l'entreprise. D'accord. Le dernier point, bien sûr, c'est la gestion du CPF, la contribution de l'OPCA. Je vous répète, c'est très très important. Contribuer pour 0,2% à l'OPCA, mais pensez à une gestion complémentaire, c'est-à-dire pensez à passer un accord avec vos partenaires sociaux. Un accord, ce n'est pas compliqué. Vous tracez le cadre et les partenaires sociaux, pour l'intérêt des salariés, pourront amender ou rajouter quelque chose. Mais ça vaut la peine de s'en occuper. Est-ce que, Nathalie, est-ce qu'on a des questions déjà des internautes sur le CPF? Alors, oui, Alain Frédéric, nous avons plusieurs questions. Notamment, peut-on bénéficier du CPF si on n'est pas inscrit sur le site de la Caisse des dépôts? Les salariés vont-ils s'adresser à l'OPCA pour obtenir leur formation CPF? L'entreprise doit-elle suivre les compteurs CPF de ses salariés? Eh bien, il y a trois questions. La première, c'est est-ce qu'on peut bénéficier du CPF si on n'est pas inscrit à la Caisse des dépôts? La réponse, c'est non, niet, nein, c'est pas possible. Si je ne suis pas inscrit, je ne peux pas en bénéficier. D'où l'importance pour les entreprises d'aider les salariés à s'inscrire. Il y a aussi, n'oubliez pas, voilà, il y a 40% d'illettrisme numérique. Donc il faut aider vos salariés, ils ne vont pas pouvoir y aller tout seuls. D'ailleurs, j'ai essayé, le premier jour, bien sûr, je me suis inscrit, mais je me suis repris à 3 fois. D'accord? Bon, je ne suis peut-être pas doué en informatique, mais quand même. La deuxième question, c'est... Les salariés vont-ils s'adresser à l'OPCA pour Alors obtenir oui, bien leur sûr. formation Est-ce que les CPF? salariés vont s'adresser à l'OPCA? Bien entendu, mais les OPCA ne sont pas prêts. Ils n'ont pas les ressources pour accueillir des millions d'appels. Alors, la Caisse des dépôts a prévu, lorsque je vais sur mon compte formation, bien entendu, je regarde quelles sont les formations éligibles et j'ouvre un dossier avec une demande de CPF
qui sera transmise à l'OPCA. Donc l'OPCA va pouvoir le faire, mais ça n'empêche pas que dès le début, avant que tout ça soit au point, ce sont les entreprises qui vont transmettre à l'OPCA les demandes groupées de CPF. La troisième question. Alors la troisième question, l'entreprise doit-elle suivre les compteurs de CPF de ses salariés? Estelle, a priori non. Elle recevra des appels, de l'OPCA qui lui enverra chaque année le dossier des demandes de CPF. Elle n'aura pas accès au compteur individuel de chaque salarié. L'entreprise n'est pas obligée oui. de suivre le compteur. C'est la Caisse des dépôts qui doit gérer et suivre ce compteur. Ouais. Par contre, la direction des ressources humaines, dans le cadre du service qu'elle rend à ses collaborateurs au sein de l'entreprise, c'est un plus d'avoir la possibilité de proposer à ses salariés un accès au CPF. C'est pour ça que notre SIRH s'interface directement avec la Caisse des dépôts pour pusher cette information directement au niveau du portail du SIRH de l'entreprise. On va pusher pour donner de l'information. Absolument. Bien. On va la pusher. Donc, pushons. Est-ce qu'il y avait une autre question? On me dit qu'il y a une autre question. Oui, Alain Frédéric, nous avons une question de Charles qui nous demande, concernant la gestion opérationnelle du CPF, comment orienter les collaborateurs et leur répondre? Comment orienter les collaborateurs? Eh bien, c'est simple, il faut absolument que l'entreprise, d'abord, ouvre son compte aussi à la Caisse des dépôts et conciliations. On peut activer un compte employeur, de façon à avoir accès à toutes les formations, pouvoir renseigner les salariés, leur expliquer par exemple que l'anglais est accessible, à condition que derrière, on poursuive le vœu de passer un TOEIC ou un BULATS. Donc il n'est pas dans le socle commun, l'anglais, il est dans les certifications. Et par exemple, si moi, salarié, je veux faire de l'anglais, eh bien mon entreprise, il faudra qu'elle me dise, vous pourrez le faire à condition de viser à terme un TOEIC ou un BULATS. Merci Charles pour votre question. On va peut-être passer à la suite, sauf s'il y a d'autres questions CPF. Parfait. On continue? Alors, on va passer maintenant à l'entretien professionnel. Alors, première chose à retenir, c'est que pour cet entretien professionnel, il faut un support normé. Là, vous allez peut-être pouvoir nous aider parce que certains OPCA ont commencé à préparer ce support, mais il n'est pas prêt partout. Absolument. Alors, au sein de nos entreprises clientes et utilisatrices de notre SIRH, on a déjà traité ce sujet-là, puisque des entreprises se sont déjà, je dirais, questionnées sur qu'est-ce qu'on met dans l'entretien professionnel. Donc l'objectif ici, c'est de proposer une solution informatisée qui gravite autour des sujets qui traitent de l'entretien professionnel et de le faire cohabiter parfois avec déjà des campagnes d'entretien qui existent déjà comme l'entretien annuel de performance ou de compétences. Tout à fait. Le deuxième point important, c'est maîtriser les échéances et le parcours à 6 ans. Ça, c'est très très important. Vous savez qu'il y a une amende au bout. L'abondement, le fameux abondement de 100 heures, si notre salarié n'a pas eu ses 3 entretiens professionnels, qu'il n'a pas eu au moins une formation, au moins un élément de certification par formation ou par VAE, et au moins une progression professionnelle ou salariale, il y a une amende au bout. Et cet abondement, il est déjà chiffré par le décret du 2 octobre 2014. C'est 3 000 € pour un salarié et 3 900 € pour un salarié à temps partiel. Le SIRH, là, sera très utile parce qu'on a intégré à l'intérieur de l'outil des alertes qui vont permettre à la direction des ressources humaines d'anticiper ces éventuelles possibilités de pénalité. Bien. Nathalie, on me dit que vous avez une question sur l'entretien professionnel. Nous avons une question de Laurence qui dit « Quid des conséquences pour les entreprises de moins de 10 salariés en cas de non-respect du bilan à 6 ans ?» Alors, c'est intéressant parce que le non-respect du bilan à 6 ans, du parcours à 6 ans, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. Pas plus de 10, c'est plus de 50. Mais pour les entreprises qui ont de 1 à 49 salariés, il y aura la jurisprudence. Et les prud'hommes ont déjà indiqué, pour la plupart d'entre eux, qu'ils suivraient les dispositions de la loi et qu'il n'y a pas de raison qu'une petite entreprise ne forme pas au motif qu'elle a 50 salariés, car il existe des dispositifs, des financements, de remplacement des salariés, de financement de la formation. Et donc, comme en plus cette loi a été faite surtout pour les PME, TPE, elles n'échapperont pas à cette obligation, il faut qu'elles s'y mettent. Autre question? Oui, nous avons une autre question d'un internaute qui nous demande que signifie progression salariale pour l'état des lieux de parcours professionnel tous les 6 ans? Alors, ce ne sont pas les progressions salariales globales, générales, c'est individuel. Il faudra pouvoir retracer d'ailleurs que le salarié a eu une augmentation de salaire individuelle dans les 6 dernières années, et pas simplement les augmentations générales. Le SIRH peut aider à analyser ces choses-là. On peut s'y tracer.
plus particulièrement sur ce que l'on appelle évolution salariale individuelle. Autre point, choisir et former les acteurs. Il va falloir former les acteurs de l'entretien professionnel. Il va falloir les former à la posture d'entretien. Il va falloir les former au contenu de l'entretien, à la façon de remplir, de renseigner le support, parce qu'après, il faudra le suivre, le support. Autre point important, valider les obligations de l'article 6321-1. Mesdames et messieurs, vous connaissez tous et toutes par cœur les dispositions de l'article 6321-1. Il dispose que l'employeur doit assurer l'adaptation au poste de chacun de ses salariés et le maintien dans l'emploi eu égard à l'évolution des organisations et des technologies. Eh bien, cet article, on va profiter de l'entretien pour vérifier que chacun des salariés maîtrise ses compétences clés. Et là, il y a peut-être un travail qu'on a fait ensemble d'ailleurs et qui pourra aider nos DRH et nos responsables formation. Injecter dans le SIRH les compétences clés pour s'assurer que chaque collaborateur sera évalué sur ses compétences clés, c'est la vocation d'un SIRH. Eh bien voilà, donc ça permet en quelque sorte d'avoir un quitus. Chaque fois que j'ai fait mon entretien professionnel, je peux garantir, parce que nous l'avons signé, que mon salarié et moi-même, nous sommes d'accord sur le fait qu'il maîtrise parfaitement, ou alors qu'il a besoin d'une formation complémentaire pour maîtriser une compétence qu'il, pour l'instant, ne maîtrise pas totalement. Et pourquoi pas utiliser le CPF? Et pourquoi pas utiliser le CPF dans ces conditions? Autre question, il me semble, Nathalie. Oui, Alain Frédéric, justement, vraiment dans le sujet, on nous demande comment Fédéris répond-il à l'obligation d'entretien professionnel? Alors, répondre à l'obligation de l'entretien professionnel pour un SIRH, c'est déjà informatiser le contenu de l'entretien, tracer les différentes étapes de validation de l'entretien, s'assurer que le manager et le collaborateur ont fait l'évaluation, et aussi proposer des statistiques de suivi, d'alerte et d'analyse de l'entretien professionnel. En attendant que vous recherchiez des nouvelles questions qui viennent d'arriver, le dernier point sur l'entretien professionnel, bien sûr, c'est de promouvoir le tandem plan-CPF. Et n'oubliez pas que le plan de formation, c'est une catégorie 1 qui est obligatoire, une catégorie 2 qui est facultative. Donc profitez du CPF pour que les salariés utilisent ce CPF et surtout qu'ils utilisent leur solde de DIF. N'oubliez pas que le solde de DIF, au 31 décembre 2020, il disparaît corps et biens. C'est fini, donc il faut en profiter tout de suite. Nathalie, vous me dites que vous avez retrouvé une question sur l'entretien? Oui, nous avons une question de Corinne qui vient d'arriver et qui demande qui vérifiera le respect par les entreprises de plus de 50 salariés de leurs obligations relatives à l'entretien professionnel. L'entreprise a-t-elle à rendre des comptes et à qui si c'est le cas? Alors l'entreprise devra rendre des comptes, bien entendu, aux partenaires sociaux, le CE, peut-être la commission de formation du CE, mais plus vraisemblablement le CE lui-même. Et puis n'oublions pas que c'est une obligation légale. Ça veut dire que l'inspecteur du travail pourrait être saisi par toute personne qui y a intérêt pour qu'une vérification se fasse. Oui. Une autre question, doit-on présenter cet entretien professionnel aux partenaires sociaux? Alors, on doit le faire et ce serait même un délit d'entrave au sens de la loi que de ne pas le faire. Donc il faut préparer son entretien, son support, la méthodologie, et bien entendu, derrière, le présenter au CE avant de le mettre en œuvre, et avant même de le présenter au cadre de l'entreprise. Je rappelle que c'est un délit d'entrave. On continue maintenant donc sur la suite avec la promotion du conseil en évolution professionnelle. Ce conseil en évolution professionnelle, il est obligatoire de le mentionner aux salariés au cours de l'entretien. Ça veut dire que vous l'avez prévu dans votre SI. Tout à fait. Il y a un chapitre dédié à cet aspect-là pour s'assurer qu'on aborde ce sujet-là pendant l'entretien professionnel. Et donc on va citer qui sont les acteurs. On sait que les acteurs sont au nombre de 5. Les acteurs historiques, on va dire, puisqu'on va en nommer d'autres. Mais les acteurs historiques, c'est l'APEC, c'est Pôle emploi, c'est les fonds GESIF, Cap emploi et bien entendu les missions locales. C'est quand même 11 000 conseillers qui sont à la disposition. Au total, 39 000 personnes ont été mobilisées pour ce CEP. Elles sont en train de se former. Elles seront prêtes d'ici le mois de septembre. Il va falloir en profiter parce que ça va permettre de faire une première orientation sur un projet et ensuite, au cours de l'entretien professionnel, de l'affiner et savoir si l'entreprise veut accompagner le salarié sur cet entretien. Le troisième point, c'est les 3 niveaux. Qu'est-ce que c'est que le CEP? Eh bien, je peux avoir des renseignements sur l'état du marché, sur les formations possibles, sur les filières, sur les certifications. Je peux avoir aussi être accompagné dans un projet. On peut, avec une ingénierie de formation, le conseiller de CEP peut me tracer un parcours. Et d'ailleurs, l'entreprise peut participer à ce parcours.
Et enfin, le troisième point, c'est le suivi, le soutien. Si le salarié a des difficultés dans la mise en œuvre ou dans le financement, eh bien, ça va être le rôle du CEP de l'accueillir. Et surtout, ce qu'on doit dire, et ça c'est très important, je voudrais que nos amis DRH et responsables de formation prennent toute la mesure de ce que représente le CEP. C'est un véritable changement de société, un véritable changement de paradigme de la formation. En effet, à ce moment-là, dès que le salarié, et il faudra une génération pour ça, on ne pourra pas le faire tout de suite, dès que le salarié dans une entreprise aura compris qu'il est responsable de son employabilité à long terme, de sa compétitivité, si j'ose dire, individuelle, eh bien, il sait qu'il aura des outils pour s'orienter, le CEP, et des outils pour se former, le CPF, le plan de formation et les CIF. Eh bien, il faut qu'on accompagne nos salariés, car on va passer d'une société d'assistance à une société d'initiative. Ça va prendre du temps, mais c'est le début et ça commence en 2015. Le changement, c'est tout de suite. Alors, vous avez des questions sur le CEP qui ont été posées, Nathalie? Non, pas de questions? Pas de questions dans l'immédiat, si ce n'est une question qui a été posée au moment des inscriptions, qui est, avec le CEP, va-t-on vers la disparition du bilan de compétences? Ah, ça c'est une question intéressante. C'est une très bonne question, surtout que vous avez remarqué que le bilan de compétences n'est pas financé par le CPF. C'est une indication. Ça veut dire que les financiers du CPF ne veulent pas mettre d'argent dans le bilan de compétences, parce qu'ils savent très bien que les acteurs du CEP ont leurs propres outils. Alors le bilan de compétences va rester, c'est même un conseil que je donne à tous les salariés qui veulent passer un CIF par exemple, ou une VAE, c'est de passer d'abord un bilan de compétences pour savoir la faisabilité. En revanche, pour le reste, les sociétés qui font du bilan de compétences s'interrogent et se préparent à devenir des acteurs du CEP. Donc le bilan de compétences n'a pas un grand avenir. L'autre point qu'on devait aborder aujourd'hui, et qui est le plus important, les financements. Les financements. Il y a 4 dispositifs clés. Les 4 dispositifs clés, c'est le CPF, les périodes de professionnalisation, les congés individuels de formation et, bien entendu, le plan. Ces 4 dispositifs ne doivent pas être financés que par l'entreprise. Il ne faut pas qu'elle verse 0,9 à 5% sur le plan, qu'elle paye 0,4 de professionnalisation et qu'elle fasse tout le boulot, qu'elle mette en place une cellule pour aider au CIF et qu'elle paye 0,2%, et en plus qu'elle gère le CPF alors qu'elle a donné 0,2% déjà à l'OPCA. Regardez le nombre de financiers qui interviennent. Vous avez vu le monde que ça fait? Impressionnant. Alors j'ai fait un calcul. Si je prends les Pôle emploi, la DIREC, l'OPCA, les FPSPP, la GFIP, les fonds GESIF, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et la région, on arrive à plus de 4000 dispositifs d'aide à la formation. Sur environ 200 dispositifs différents, et donc il faut les connaître, il faut voir qu'ils sont bien reliés les uns aux autres. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire une période pro, eh bien le FPSPP peut intervenir, l'OPCA peut intervenir, le plan peut abonder, et le CPF peut aussi permettre de faire cette période pro, et dans ce cas-là, c'est rappelez-vous, j'ai une interrogation écrite à la fin, c'est le FPSPP qui finance la totalité. Eh bien, tous ces dispositifs, il va falloir les tracer. Quelles sont les formations éligibles? Quels sont les parcours qu'il faut monter? On y a travaillé déjà depuis quelques mois. Et cerise sur le gâteau, on a travaillé ensemble, et on a dans le SIRH l'ensemble des éléments pour vous aider à profiter au maximum de l'ensemble de ces financements. Oui. Il y a des questions sur les financements? Oui, Alain Frédéric, nous avons plusieurs questions. La première, le CPF va-t-il être contingenté ou plafonné en termes de coûts? Alors, ça, peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'il y a de l'argent. Vous savez combien il y a sur le CPF? Combien d'argent? Allez, dites-moi un chiffre. Quoi? Oui, non, non, c'est trop bas. Il y a déjà 1 milliard de cotisations, plus 1,5 milliard d'abondement, ça fait 2,5 milliards. Il y avait 0 francs, 0 sous pour le DIF, il y a 2,5 milliards d'euros pour le CPF. Eh bien, ça veut dire que c'est un dispositif qui est bien financé, et en 2015, en 2016 et en 2017, il y aura très peu de demandes, parce que vous avez vu, il n'y a que 1 million d'inscrits déjà. Donc il va falloir du temps pour que le dispositif marche. Ce qui veut dire que cet argent existe et qu'il va falloir en profiter. Il va falloir que vous ayez rapidement une politique de CPF et que derrière, vous incitiez vos salariés à monter des périodes de pro, à remplacer la catégorie 2 du plan. Bref, pour l'instant, il n'y a pas de limitation. Si j'ai 120 heures de CPF,
c'est 120 heures de formation sans limitation de coût. Il y a quand même quelques OPCA, c'est-à-dire quelques branches, qui ont fixé 50 €, 60 € de l'heure de CPF. Vous avez vu que c'est quand même très très large, parce qu'on va y rajouter du salaire, on va y rajouter des frais de logistique qui seront intégralement pris en compte. Donc c'est un très très bon financement. Le plancher pourra être, à mon avis, c'est ce qu'on a vu dans le décret du 2 octobre, sur l'abondement de la période l'abondement de l'entretien professionnel, c'est 30 € de l'heure au minimum. Donc on va être entre 30 et un plafond pour l'instant qui n'est pas fixé. Donc voilà, ça c'est une très bonne question parce que le CPF, c'est beaucoup d'argent et même la possibilité d'économiser sur le plan, parce qu'il n'y a pas de raison de financer le CPF en mettant 0,2% dans une caisse plus des abondements et que le salarié l'économise et qu'on paye avec le plan. Donc avec une très très bonne connaissance de l'environnement, des dispositifs et des modes de financement, et avec un outil qui vous permet d'optimiser au mieux la gestion, parce que derrière il y a de la gestion, Alain Frédéric, énormément de gestion pour être en dialogue complet avec les OPCA et avec tous ces organismes. Donc avec un bon SIRH et un super expert qui connaît l'ensemble des dispositifs et des modes de financement, vous allez pouvoir en profiter au maximum. Alors, on me dit que la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le CPF? Eh bien, relisez le décret du 2 octobre aussi. Le décret du 2 octobre nous dit que dans le cadre du compte pénibilité, la CNAV abondera chaque point de formation. Or, on sait que les 20 premiers points sont exclusivement dédiés à la formation. Eh bien, la CNAV va abonder de 25 heures de CPF chaque point du compte de pénibilité. C'est-à-dire, ça fait, calculez vite, 25 fois 20, 500 heures de CPF pour chaque salarié se formant à la pénibilité. Alors, bien entendu, on va le retracer dans le SI. Dans le SI, on va tracer le compte pénibilité parce que, bien sûr, c'est un élément important pour nous permettre de trouver des financements. Et oui. Et donc, il y a les financements, bien sûr, de l'OPCA et autres, mais bien sûr, il y a cet abondement de la CNAV, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est une manne formidable. Et alors, il n'y a qu'un salarié sur 6 qui est concerné par la pénibilité, mais il va l'être. Et dès la première année, certains salariés vont gagner 8 points. Dès cette année, certains salariés vont gagner 8 points. Et 8 points, ça représente déjà 200 heures de CPF. Donc, il faut les suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les financements? Oui, Alain Frédéric, nous avons d'autres questions, comme celle-ci par exemple. Comment le FPSPP peut-il financer du CPF? Ah, le FPSPP peut financer du CPF. On l'a vu déjà en reconduisant la mesure CPF, période de professionnalisation. Je le répète, je l'avais dit tout à fait au début, mais je ne l'ai peut-être pas dit assez fort. Si un salarié est d'accord pour mettre son solde de DIF, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant du CPF, s'il veut mettre son solde de DIF dans une période de pro, eh bien c'est le FPSPP qui finance l'intégralité. Et puis il y aura d'autres financements plus ciblés, plus particuliers, vers les personnes de plus de 45 ans, ce qu'on appelle les seniors, bien qu'ils soient très jeunes, pour moi. Il y a aussi les femmes qui doivent être soutenues dans leur réforme de formation. Il y a les jeunes peu qualifiés, bref, il y a les gens qui sont en travail à temps partiel, et puis ceux qui sont au chômage partiel, justement, parce que leurs usines s'arrêtent. Toutes ces formations du CPF vont pouvoir être abondées plus ou moins par le FPSPP. Et toutes ces caractéristiques vont pouvoir être gérées par le SIRH. Voilà, donc on est prêt. On est prêt. Nathalie, vous me dites que vous avez encore d'autres questions? Oui, encore une question. Le CPF va-t-il avoir un impact négatif sur le marché de la formation? Ah, ça, c'est une question d'un OF, à tous les coups, d'un organisme de formation. N'ayez pas peur. Le CPF, c'est 5% du marché de la formation. C'est 0,2% sur une dépense moyenne de 3%. C'est-à-dire que sur les sommes dépensées par l'entreprise, ça va représenter vraiment très très peu. 5%, c'est 1/20 du budget. Et en plus, comme on l'a vu, les listes sont de plus en plus larges. Il y aura 7500 formations éligibles au CPF. Donc le CPF n'aura pas un effet négatif. Au contraire, il va réveiller l'appétit des salariés qui jusqu'à présent n'étaient pas formés, puisqu'on va leur dire, attention, si vous n'utilisez pas votre DIF, il va tout simplement disparaître. Vous aviez une autre question sur le CPF? Non? Alors, pardon, sur le financement. Alors on continue, c'est
C'est très important. Je voudrais en quelque sorte maintenant faire la synthèse de ce qui est de notre approche. Ah, on me dit qu'il y a d'autres questions. Priorité au direct. Dernière question qui vient de tomber. Le CPF est dédié aux formations certifiantes et qualifiantes. Pas si facile à mobiliser. Va-t-on assister à l'émergence d'une offre formation renouvelée, moins lourde, pour mieux coller au CPF, nous demande Delphine. Alors la question est très complexe et la réponse va être quand même simplifiante en quelque sorte. C'est le rôle de la pédagogie, c'est de rendre simple ce qui paraît complexe. Rassurez-vous, les listes du CPF, vous les connaissez. Il y a d'abord tous les CQP et les CQPI. Ça, c'est incontournable. Toute formation visant à terme un CQP ou un CQPI est CP fiable. C'est un nouveau terme, ne vous inquiétez pas, on va s'y habituer. C'est CP fiable, éligible au CPF. Deuxième point important, ce sont les formations qui font partie de l'inventaire. C'est-à-dire les formations qui font partie du RNCP, qui ont été référencées au RNCP, mais dont on a réduit un petit peu le nombre, elles étaient 11 000. Donc on a choisi celles qui étaient les plus en prise avec les branches, celles dont les branches avaient le plus besoin. Mais il faudra pas, on ne passera pas un Master 2 avec 150 heures de CPF. On ne pourra pas passer un Master 2 avec 150 heures de CPF. Donc qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, l'offre de formation va être modularisée. On va présenter des modules qui visent, lorsqu'on les a tous faits, à atteindre, par exemple, un Master 2. Donc, pensez à une offre modularisée. Ensuite, il y a le socle commun qui est héritier du socle de compétences de Lisbonne. Comme tout le monde le sait, il y avait 15 pays, maintenant on est 28. Ce socle commun, eh bien, ça va faire partie d'une liste qui va être publiée. Elle devait être publiée en septembre, ensuite le 5 janvier. Les partenaires prennent le temps de bien voir quelle est l'offre sur le marché, puis quels sont les besoins des salariés. Elles vont surtout travailler sur l'employabilité. On attend avec impatience cette liste qui va être complétée par les régions et qui va être complétée par les branches professionnelles. Donc vous voyez que c'est très très large. Retenez aussi 2 autres cas, même 3 autres cas. La CNAV, si j'ai un compte pénibilité, eh bien je vais pouvoir arriver au CPF. Le salarié, enfin le demandeur d'emploi qui veut redevenir salarié et qui a besoin d'une formation, dès lors qu'il aura une garantie par le CEP, par le Conseil en évolution professionnelle, que son parcours est susceptible de le qualifier pour retrouver un emploi, eh bien sera accessible, sera éligible au CPF. Et même s'il a 0 heure sur son compteur, eh bien Pôle emploi abondera, la région et les directs abonderont pour qu'il puisse bénéficier de cette formation. On peut dire que cette réforme, c'est une réforme qui a été faite surtout pour les demandeurs d'emploi, pour leur permettre d'accéder beaucoup mieux à la formation. Et enfin, le dernier accès au CPF, c'est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et on voit que la VAE est super financée, puisque la région, l'OPCA, le FONGECIF et le CPF financent cette VAE. Nathalie, je vois que vous avez d'autres questions? Alors, on a une question justement concernant la formation. Qui nous dit quels sont les engagements réels à prendre en cas de formation classée en catégorie 2 du plan? Oui, alors là, je crois qu'il y a une véritable tragédie, je pèse mes mots. Si on avait voulu faire disparaître la catégorie 2 du plan, on ne s'y serait pas pris autrement. Imaginez, si un salarié demande à son entreprise une formation dans la catégorie 2 du plan, vous vous rappelez, développement des compétences. S'il demande cette formation, y compris dans le temps de travail, eh bien l'entreprise est obligée non seulement de lui accorder si elle s'y était engagée dans le cadre du plan, mais en plus de signer une convention particulière avec chaque salarié. Alors même si on a un SIRH puissant, il y a quand même du boulot. Oui. Eh bien, pour chaque salarié, je vais devoir signer une convention dans laquelle je m'engage à reconnaître dans l'année qui suit que je vais le solliciter pour un emploi qui viendrait de se créer et qui détiendrait les compétences que ce salarié vient d'acquérir par la formation. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Ça veut dire que pour chaque formation, je vais m'engager. Eh bien, les responsables de formation et les DRH vont avoir la sagesse d'orienter le salarié qui veut justement se développer vers le CPF et pas vers la catégorie 2 du plan. On va dire que la catégorie 2 du plan va servir uniquement aux salariés que je veux former en termes de développement des compétences, mais pour des formations qui ne sont pas éligibles au CPF. Vous avez d'autres questions, on dirait? Oui, Alain Frédéric, d'autres questions. On nous demande notamment, va-t-il y avoir une certification obligatoire pour les OF et les formateurs?
On en prend le chemin. On en prend le chemin. Alors, la certification pour les OF, il y a la norme ISO, et puis il y a l'OPQF. Je pense qu'on peut déjà anticiper là-dessus et se préparer. Vous aurez sans doute une application prochainement hein, pour ces organismes. Quant aux formateurs, ben, ce serait pas mal qu'il y ait une certification pour les formateurs aussi. D'ailleurs, en Italie, pour être formateur, il faut un diplôme d'État. C'est-à-dire qu'il faut être certifié comme formateur pour pouvoir exercer. En France, non. Tout le monde peut exercer. Et quelquefois, nous avons des experts qui n'ont pas beaucoup de qualité pédagogique, même s'ils ont une bonne expertise, et on s'endort dans leurs cours, alors qu'on devrait pouvoir y apprendre des choses. D'autres questions encore. Oui. On nous demande, mettons fin à la notion d'éligibilité avec la suppression du plan de formation. L'éligibilité des formations, là je vous renvoie bien sûr, et tout le monde la connaît par cœur, à la circulaire DGEFP 2011-24 du 15 novembre 2011. Hein, vous m'aidez. Monsieur l'expert avec les dates. Et donc sur cette circulaire, on nous indique que pour qu'une formation soit éligible, il faut qu'il y ait un programme préalablement établi, il faut qu'il y ait une organisation pédagogique, il faut qu'il y ait des objectifs, une évaluation et le moyen de vérifier que les objectifs ont été atteints. Et tout ça, ça reste l'éligibilité. La loi vient de rajouter un élément d'éligibilité, et cet élément, il est simple, c'est qu'il faut connaître les prérequis de la formation. On ne peut pas lancer un stage si on n'indique pas ce qu'il faut avoir fait avant, l'expérience qu'il faut avoir pour suivre ce stage. Donc l'éligibilité ne va pas disparaître, car lorsque je voudrais, moi, employeur, prouver que j'ai formé, vous savez, dans le cadre du parcours à 6 ans, quand je voudrais prouver que j'ai formé un salarié, quand je voudrais demander une période de professionnalisation, quand je voudrais faire du CPF, eh bien, il faudra que ces formations soient éligibles, imputables. C'est plutôt le terme imputabilité qui revient là-dessus. Et donc, il va falloir être exigeant, et on ne pourra pas faire n'importe quoi, on ne pourra pas faire venir un gourou, on ne pourra pas faire des stages de descente en rafting ou de guitare hawaïenne. Il va bien falloir des vraies formations. Et c'est le sens de cette réforme, c'est la traçabilité, c'est l'employabilité, c'est la professionnalisation, c'est garantir, c'est sécuriser les parcours professionnels. Retenez le maître mot de cette réforme. Nathalie, de nouvelles questions qui arrivent en direct? Oui, encore une nouvelle question. Un internaute nous demande, quand va-t-on stabiliser le droit de la formation et cesser les réformes à répétition? Jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, bien sûr, j'en rêve, parce que moi, tous les 5 ans, il y a une réforme, et ça me permet de faire un tour de tous les clients pour leur expliquer la réforme. Donc mon métier s'arrête. Plus sérieusement, la réforme reste encore à terminer. Et puis, la loi suit la société. Et c'est bien que tous les 5 ans, il y ait une remise à niveau. Vous vous rappelez, en 1971, on n'avait pas besoin de formation. Il n'y avait pas de chômage. Il n'y avait pas d'ordinateur sur les tables. On n'avait besoin de rien. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de maladie, rien du tout. On n'avait pas besoin de manager puisqu'il suffisait d'obéir au chef pour que ça marche bien. Donc aujourd'hui, on est à une époque où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, malheureusement, où les gens ont besoin de sécuriser leur parcours, et où les gens ont besoin de penser leur avenir. Parce qu'on est dans un monde impitoyable de compétition entre les pays, entre les métiers et entre les individus. Eh bien, la réforme, tous les 5 ans, c'est une sorte de souffle nouveau qui s'adapte à la société. Eh bien, vive les réformes. Le tout, bien entendu, c'est d'être accompagné et de ne pas se laisser surprendre par ces réformes. Ça fait 2 ans qu'on sait ce qui va se passer. Bon, ça y est, là maintenant on peut se mettre en œuvre, mais ça fait 2 ans qu'on peut se préparer. Vous n'avez pas d'autres questions? Donc je continue sur la synthèse. C'est une réforme parfaite. Rappelez-vous, c'est le triptyque. Il y a des outils d'orientation pour le salarié, et donc on a besoin d'avoir ce suivi avec le SIRH. Bien sûr. Il y a des outils de financement, et là on a besoin d'être accompagné. Et il y a des outils de gestion de la formation par les salariés, que sont le CIF, le CPF, etc., etc. Donc voilà une réforme parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un petit peu mieux. On fera mieux dans 5 ans, et ne serait-ce que par le jeu de l'alternance, ça plaît toujours à nos dirigeants de faire une réforme, et ils commencent par la formation professionnelle, parce que c'est ce qui est le plus lisible immédiatement. Ensuite, le deuxième point important dans cette réforme, c'est l'investissement en formation. Alors bien sûr, le plan, la contribution obligatoire du plan disparaît, on versera plus 0,9, mais les entreprises ne dépensaient pas 0,9, elles dépensaient en moyenne 3% pour la formation. Bien sûr. Donc, sauf que maintenant, ce ne sera plus une obligation, donc ce sera un véritable investissement. Il va falloir travailler sur le ROI, le ROI, le Return on Investment de la formation. Il va falloir rendre des comptes aux financiers en disant
on a fait tant de formations cette année, ça rapporte tant, ou ça nous a évité de perdre tant. D'ailleurs, j'ai des questions de clients Oui. qui me disent quid de la 2483 ? Donc cette 2483, effectivement, va disparaître dans peu de temps. C'est dommage parce qu'on avait mis au point des ratios pour analyser cette 2483. Absolument. Il y avait une trentaine de ratios de gestion. Et alors, maintenant, même si c'est une 2484 ou 2485, il y en aura une autre. Il y en aura une autre, et avec encore plus d'autres complexe. indicateurs qui traiteront un objectif qui est celui que tu disais. Ne vous inquiétez pas, le législateur applique toujours des chocs de complexification. Ce ne sera pas plus simple, ce sera encore un petit peu plus compliqué après la prochaine réforme, je vous rassure tout de suite. Nathalie, non, vous aviez une question ? Oui, en fait, une question, mais Estelle y a répondu au moment où elle est arrivée. Elisabeth nous demandait la 2483 sera-t-elle remplacée et par quoi? Et elle nous pose, je suppose que c'est la même Elisabeth, une autre question. Et elle demande, les formations de développement personnel seront-elles considérées comme éligibles? Alors, les formations de développement personnel sont éligibles, certes, sauf si elles ont qu'une visée thérapeutique, soigner par exemple une addiction, ou alors si elles permettent de récupérer des points de permis de conduire, parce que ça, c'est ni plus ni moins qualifié que comme incitation à la violence routière. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais ce qu'on peut appeler du développement personnel, on le voit d'ailleurs dans le CPF, il y a du développement personnel comme l'aisance, la confiance en soi et toutes ces formations. Donc le développement personnel ne va pas disparaître. Quant à la 2483, il faut quand même qu'on dise une chose. La 2483 n'est pas là pour embêter le responsable de formation, même si c'est un outil difficile, quoique vous le gérez automatiquement. Mais la 2483 est là pour renseigner l'Assemblée nationale. Chaque année, l'Assemblée nationale édite ce qu'on appelle le petit jaune. Ce n'est pas du pastis, ce n'est pas du Ricard. Ce petit jaune, c'est un livret annexe au budget de formation du budget de financement de la formation professionnelle et qui permet à la représentation nationale de savoir comment a marché la formation professionnelle. Elle consolide en quelque sorte toutes les 2483. Si on le fait disparaître, il n'y a plus d'information du législateur, il n'y a plus d'information de la représentation nationale, il n'y a plus de contrôle de l'exécutif. Donc il y aura d'autres consolidations. Donc il y aura d'autres consolidations. Mais on est prêt. On est prêt. On les suit au fur et à mesure. Ah, une autre question. C'est toujours Elisabeth ? Et non, cette fois-ci, c'est Valentin qui nous demande comment optimiser le plan 2. Alors, comment optimiser le plan 2 ? Donc la catégorie 2 du plan, bien entendu, on l'a dit, c'est ne réserver cette catégorie 2 du plan qu'aux formations de développement des compétences qui ne sont pas prises en compte par le CPF. Si le CPF les prend en compte, automatiquement la réponse, c'est de dire aux salariés, voyez votre CPF. Nathalie, encore une question. Oui, Corinne, cette fois-ci. Tout le monde pose des questions. Corinne qui dit, quid des formations obligatoires type sécurité pour justifier du respect par une entreprise de plus de 50 salariés de ses obligations? Bilan à 6 ans, entre parenthèses, sont-elles de nature à permettre à l'entreprise de remplir son obligation? Alors, j'ai une double question. Là, il y a une double question. En fait, est-ce que c'est une formation imputable? Oui, les formations doivent être imputables pour rentrer dans le parcours à 6 ans. Mais lorsque c'est une formation qui est obligatoire pour exercer un métier, habilitation par exemple, ces formations ne rentrent pas dans le plan de formation. Sauf 2 exceptions, l'habilitation électrique et la conduite des chariots élévateurs. Mais pour tout le reste, dès lors qu'une formation est obligatoire au sens de la loi pour exercer un métier, elle ne rentre pas dans le plan de formation. Par exemple, le secourisme pour les secouristes ne rentre pas dans le plan de formation. En revanche, le secouriste pour des non-secouristes va rentrer dans le plan de formation, puisque ce n'est pas une obligation. OK, on continue. L'investissement en formation, il va falloir le mesurer, et vous avez raison, il faut qu'on arrive à sortir des ratios de gestion sur le 2483. Autre point important, dans cette réforme, un salarié proactif avec un projet. Et je disais qu'en 1971, quand on a créé la première loi sur la formation, on aurait dû commencer par ça. Et de dire, est-ce que vous avez un projet? Si vous avez un projet, on vous forme. Or, qu'est-ce qu'on a fait depuis des années? On a distribué des dispositifs, on a distribué des milliards en disant, demandez la formation qu'il vous faut. Et quelquefois, le salarié, son manager, voire l'entreprise, était très embêté pour savoir ce qu'il fallait comme formation. Aujourd'hui, on prend les choses à l'endroit. Le salarié a son projet grâce au CEP. Il a l'entretien professionnel pour savoir si l'entreprise va l'accompagner en tout ou partie. Il a des dispositifs et il a des financements. Donc le salarié peut devenir proactif. Il va falloir que vous, DRH et responsables de formation, vous les aidiez justement à construire leur projet.
Et c'est très important qu'ils aient un projet, qu'ils soient employables. Pas pour des raisons de responsabilité sociétale ou environnementale, pas pour des raisons de marketing social. C'est que ces salariés, il faut qu'ils soient employables pour vous, parce que demain, vous avez besoin de vous réorganiser, vous avez besoin de créer de nouvelles activités, d'organiser des mobilités internes, et seuls les salariés qui auront été bien préparés pourront suivre vos objectifs. Ne comptez pas sur de nouveaux salariés qualifiés, il n'y en aura pas. Vos salariés de demain sont déjà chez vous. Quatrième point, une vision. On commence à avoir une vision synoptique un peu de la formation. On sait que les dispositifs profitent aux uns aux autres, qu'ils sont financés. Et puis le dernier point, le plus important, c'est les financements complexes. Combien de financements? Beaucoup. Beaucoup. 9 4000 14 9, 200 dispositifs de financement. Oui, vous n'y croyez pas. 4000, ça semble incroyable. Alors je vais vous donner un indicateur pour que vous puissiez vérifier vous-même à la fin de cette conférence. Chaque région a ce qu'on appelle un CPRDFOP. Ce n'est pas une injure. Le CPRDFOP, c'est le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Ce CPRDFOP, il comprend entre 120 et 200 dispositifs d'aide à la formation. Et il y a 23 régions. Alors même si on réduit le nombre de régions, on ne réduira pas les aides. Ce qui veut dire que mathématiquement, on arrive à un peu plus de 4000 dispositifs de financement. Alors là, il va falloir être très affiné pour les suivre. Mais pour ça, bien, vous pouvez vous faire accompagner. Déjà avoir un site qui vous indique quelles sont les possibilités de financement en fonction de chaque formation. Et puis, peut-être de vous former ou de vous faire accompagner pour savoir quels sont les dispositifs de financement les plus disponibles. À commencer par votre OPCA et l'OPCA Interpro, qui peut-être n'ont pas fait marcher à fond complètement tous les dispositifs dont vous pouvez bénéficier. Voilà donc ce que nous voulions vous dire. Est-ce qu'entre-temps, de nouvelles questions sont arrivées? Il n'y en a pas. Je vous encourage bien sûr à nous suivre. Alors d'abord, on ne se quitte pas. Demain matin, nous vous attendons. Estelle? Nous sommes à Porte de Versailles, au salon Solutions Ressources Humaines, stand E20. Alain Frédéric Fernandez et moi-même, d'ailleurs, seront présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous voulez voir en concret ce que l'on peut vous apporter, eh bien, venez nous voir. Et puis alors donc, je répète, c'est Porte de Versailles, pavillon 4 et stand E20. Stand E comme Eric et 20, d'accord? Et ben voilà, c'est magnifique. Alors pour ceux qui viennent à Sciences Po, moi je leur donne rendez-vous aussi le 18 et 19 juin pour un stage, tenez-vous bien, sur le retour sur investissement de la formation professionnelle. Il reste quelques places. À bientôt. Une dernière slide pour que vous puissiez nous joindre. Pas de questions qui soient arrivées entre-temps. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bienveillante. Merci de votre participation active. Estelle, un mot pour remercier tous nos invités qui nous ont suivis. Bien écoutez, merci pour votre participation, merci pour ces superbes questions, ça nous a aidé à merci à Elisabeth qui a posé beaucoup de questions, à Charles, à Rebecca. Merci à Nathalie qui a posé les questions pour nous et on a essayé de trouver en tout cas les bonnes réponses à toutes ces questions. Et puis, et bien, à très bientôt. Merci à l'équipe technique. Bravo. Et à très bientôt, j'espère.